Bien, maintenant nous allons passer à la seconde lecture qui nous sera faite par le professeur Vincent Dubois. Vincent Dubois est docteur en médecine, licencié en psychiatrie et docteur en sciences biomédicales de l'UCL. Il est également bachelier en philosophie de l'UCL et il est professeur de psychiatrie invité à la faculté de médecine de l'UCL. Il est directeur médical d'Epsilon. Il est co-responsable avec le professeur Vincent Laurent du groupe de recherche MHSR, Mental Health Service Research, au sein de l'Institut de recherche santé et société de l'UCL. Il est également vice-président de l'Association francophone d'études et de recherche sur les urgences psychiatriques. Je terminerai en disant qu'il est très concerné par le volet clinique et le contact avec les patients. Il l'est aussi par les questions liées à l'organisation des soins et la façon dont les changements de société les bousculent. Et il nous propose comme titre de sa lecture « Accueil aux urgences psychiatriques et nouvelles stratégies de réseau ». Monsieur Dubois, je vous passe la main. Mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le secrétaire permanent, monsieur le président, un grand merci pour l'invitation. C'est un honneur, évidemment, par l'audience, mais aussi par le lieu, bien sûr. Et donc, en effet, je vais changer totalement de sujet par rapport à mon prédécesseur et peut-être en arriver à des choses qui, au départ, pourraient apparaître, on a parlé d'organisation des soins, pourraient apparaître un petit peu pragmatiques, mais j'ai toujours été très, très lié à la clinique des patients psychiatriques. Les patients psychiatriques, je vais d'emblée dire, en précisant les choses, qu'on parle bien des patients atteints des maladies les plus graves, on parle des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur, des graves troubles de l'humeur, ceux pour qui l'enjeu, je dirais, médical et de sociétal reste énorme en psychiatrie. Et en fait, j'ai commencé au sein du groupe MHSR avec Vincent Laurent, donc, qui est un groupe de recherche qui est aujourd'hui fortement lié, et on y viendra tout à l'heure, à la question de la réforme de la santé mentale en Belgique, parce que s'il y a bien une chose que je vais pouvoir évoquer avec vous, c'est cette réforme très très importante, dont vous n'avez sans doute pas idée, mais qui est un vrai changement dans l'organisation des soins en santé mentale, le premier vrai changement depuis très très longtemps. Et pourquoi je me suis intéressé à cela, tout en restant bien sûr très très proche des aspects cliniques, c'est que je me suis rendu compte, vous savez, nos patients, ces graves maladies mentales, on ne parle pas de patients très âgés, comme en médecine en général. Je veux dire, ce n'est absolument pas lié à l'âge. Les principales graves maladies mentales commencent très très jeunes. On parle de jeunes qui ont parfois 16, 17, 18 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je dirais par les liens que j'avais avec mes collègues, je me suis rendu compte que quel que soit le soin de qualité dans le terme du contenu qu'on faisait pour ces patients, en termes de psychothérapie, de traitements médicamenteux qui ont bien sûr, sont bien meilleurs qu'avant, et j'en passe, quel que soit le contenu du soin qu'on administrait à ces patients, si on ne s'intéressait pas à l'organisation des soins, eh bien, pour finir, beaucoup de ces contenus étaient réduits à néant. Et cela, aujourd'hui, nous avons des preuves évidentes qu'un jeune patient qui commence une schizophrénie à 17-18 ans, qui va passer par toutes je n'aurai pas le temps de développer évidemment tout ça, mais tous les types de soins, les médicaments, les psychothérapies, eh bien, en fonction du pays, de l'endroit où il se trouve, soit à 25 ans, il aura épuisé toutes les ressources du système, il sera à l'hôpital psychiatrique, il n'aura plus de liens sociaux, et il a de grandes chances de passer une grande partie de sa vie en institution psychiatrique, soit il aura plus de chances d'avoir un petit travail, on ne pourra pas bien sûr devenir administrateur délégué, d'avoir un petit travail, de vivre dans la cité, d'avoir des contacts sociaux, d'avoir une occupation. Pour le même patient, avec les mêmes symptômes, soigné de la même manière, cette dimension d'organisation des soins est fondamentale et c'est ce que je vais aborder avec vous en vous proposant pour finir de suivre une sorte de trajet de soins à partir du début, puisque c'est une partie de mon titre, en tout cas, les aspects d'urgence. Eh bien, ce qui me semblait important de signaler ici, c'est de vous rappeler à quel point c'est une étude qui a été faite à la Curie dans un service d'urgence assez classique d'un grand hôpital universitaire. Eh bien, vous rappelez, le chiffre important ici est ceci, c'est que pour un tiers des patients, donc des urgences psychiatriques, c'est un premier contact avec la psychiatrie.
Là aussi, une grande différence de notre métier, c'est que contrairement à la majorité de vos patients qui viennent vous voir avec une demande, en essayant de trouver une solution à leurs problèmes, même si parfois la demande n'est pas très, très claire, nous passons notre vie comme psychiatres, et c'est clairement une des spécificités de notre métier, à essayer de soigner des gens qui ne veulent pas de nous, qui ne sont pas d'accord avec les soins qu'on leur promulgue, qui ne sont même pas d'accord avec l'idée même de la maladie. Ça, c'est clairement une spécificité. Donc, quand je dis, pour un tiers des patients, c'est un premier contact, ça veut tout de suite dire que ce premier contact, il est essentiel, que peuvent se jouer à ce moment-là des choses qui auront des répercussions pendant très, très, très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aux urgences? Ce sont des urgences assez classiques, telles qu'organisées de manière très, très standard. Eh bien, dans 44% pour ces patients, on va leur proposer d'être hospitalisés, soit sur place, soit ailleurs. Pour 47%, on va les renvoyer en consultation. Ça, c'est un peu ce qui se fait de manière classique. Mais qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? Eh bien, c'est que ces admissions hospitalières en urgence, dans plus de 30% des cas, ce seront des patients qui seront sortis dans la semaine. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose d'être sorti dans la semaine, mais si je fais référence aux patients dont je vous parlais tout à l'heure, il est clair qu'une hospitalisation d'une semaine, globalement, souvent, ça ne sert à rien, et très souvent, ce n'est pas précisé ici, mais très souvent, ces sorties se font, entre guillemets, souvent contre avis médical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie adéquation entre la demande et ce qu'on a proposé aux patients. Par contre, encore plus inquiétant, quand on propose une consultation, et j'ai repris des chiffres qui avaient été évoqués par Léon Cassirs à l'époque, donc c'est vraiment pas récent, mais néanmoins, c'est une étude qui a été multipliée, et on sait aujourd'hui que c'est tout à fait indiscutable, qu'à partir des urgences, vous proposez une consultation dans 97%, les gens ne s'y rendent pas, même si on va jusqu'à proposer un rendez-vous précis, même si on a pris contact avec un collègue, ils n'y vont pas. Autre élément que j'ai repris aussi de cette étude, qui me semble important, c'est que les patients qui reviennent, ces fameux patients qui reviennent, parce que vous verrez, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de très très typique chez nous en psychiatrie, et bien pour ceux qui avaient au moins un passage, le fait qu'ils revenaient assez vite, qu'il y avait un maintien court dans la communauté, n'était pour finir pas dépendant des caractéristiques cliniques, ce à quoi on aurait pu s'attendre, la gravité des symptômes, la gravité des problématiques, non pas tellement, c'était surtout conditionné parce qu'on n'avait pas fait de proposition des soins. On est de nouveau là typiquement dans une dimension d'organisation des soins. Petit schéma, très classique, mais pour vous rappeler à quel point le défi en psychiatrie, une partie du grand défi de nos approches, il est ici. Très très simplement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, eh bien en fait cette notion de crise en psychiatrie est vraiment quelque chose au cœur de notre métier. Vous savez que par rapport aux changements que nous connaissons tous dans la vie, dans le système, dans notre environnement, eh bien cette notion de crise est pour finir une notion très très vitale. Il ne faut pas en avoir peur, nous passons tous dans notre vie à travers ces moments de déstabilisation, de crise. La grande majorité d'entre nous s'adaptent forcément et les choses peuvent passer autre chose. Chez nos patients, pour des raisons, et je pourrais développer, pour des raisons biologiques, pour des raisons psychologiques, pour des raisons de société, eh bien, vont développer par rapport à ces changements des symptômes plus ou moins invalidants, qui vont durer plus ou moins longtemps, et puis un jour, on ne sait pour finir pas a priori comme ça pourquoi, eh bien, il y a un débordement du système, c'est un mot que j'ai mis expressément, dans le sens où c'est le patient, mais le patient a bien sûr toujours envisagé dans son contexte, et l'urgence arrive. Nous, aux urgences, dans les services tels où on a fait ces études, comme je vais vous montrer, on agit ici. C'est simplement pour vous dire que entre cette notion essentielle qui contextualise le problème, qui essaye de beaucoup mieux le comprendre, et le moment d'urgence, il y a un delta de temps qui peut être court, parfois très long, et qui évidemment rend les choses extrêmement difficiles à analyser en urgence, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de manière classique dans un service d'urgence? Eh bien sûr, on n'a pas le temps, par définition, les urgences, c'est des urgences. On ne prend pas en compte cette notion de crise, on ne contextualise pas assez, ça c'est tout à fait clair. Le diagnostic en psychiatrie, il est sans doute, je pense, toujours difficile en médecine en général, en urgence, mais en psychiatrie, il est particulièrement difficile. Vous pouvez avoir une quantité de symptômes extrêmement florides et qui, 24 heures après, ont totalement disparu, ou inversement, donc très difficile de faire un diagnostic rapide et fiable en psychiatrie. Les solutions rapides, on l'a vu, l'hospitalisation, quand on ne les prépare pas, quand on les décide d'urgence, eh bien, ça marche très très peu, et le renvoi en consultation, comme je vous l'ai dit, est très inefficace.
Dans ces urgences-là, un élément qui nous est tout le temps ramené en psychiatrie, de nouveau en plus que dans le reste de la médecine, c'est qu'on ne prend pas en compte l'entourage, on ne prend pas en compte les ressources. Le conflit entre les psychiatres et les familles est très important. Ça, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Et bien sûr, on n'utilise pas ces questions de réseau ambulatoire, on va y venir. Voilà. Les conséquences de ça, pour faire rapide, les conséquences, c'est tout à fait clair que nous avons un taux de rechute, de réhospitalisation et de chronicisation du parcours qui est tout à fait clair. Et qui est tout à fait clair dans le sens où on a des éléments, on a des chiffres en tout cas qui nous posent question par rapport à d'autres pays où on organise les soins différemment. Vous savez que globalement, la prévalence des graves maladies mentales, la schizophrénie, je reviens, les troubles de l'humeur, est assez ubiquitaire dans les pays. Il n'y a pas de raison de dire qu'il y a plus de schizophrènes en Belgique qu'en Hollande, qu'en Grande-Bretagne, voire même, j'ai beaucoup travaillé dans les pays en voie de développement, au Cambodge notamment. Eh bien, au Cambodge, vous trouvez à peu près la même prévalence de patients schizophrènes que chez nous. C'est tout autre chose, des stress, de l'anxiété, tout ça, tous ces syndromes beaucoup plus multifactoriels, c'est très différent. Mais les graves maladies mentales, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on dit réhospitalisation, chronicisation du parcours, pas de mise en traitement ambulatoire, ça c'est l'élément clé, bien sûr, qu'on viendra. Vous savez, je suis quasi sûr qu'à la fin, beaucoup d'entre vous se seront connus parce que je crois qu'il y a énormément de choses qui peuvent être adaptées à d'autres disciplines en médecine, notamment dans toutes les pathologies cliniques. Il y a des choses qui peuvent être adaptées à cela. Pas de mise en traitement ambulatoire. Et un élément qui est sans doute le plus questionnant, c'est cette augmentation des soins contraints. Donc réhospitalisation, revolving door, ça dit bien ce que ça veut dire. Les patients rentrent et ressortent comme dans ces fameux porte-tourniquets des hôtels. C'est quelque chose de cliniquement extrêmement perceptible. Pas de soins augmentation des soins contraints, c'est ce que je vais évoquer aussi assez rapidement avec vous. Les soins contraints, c'est un problème en médecine. C'est un grand problème. Nous n'avons pas fait notre métier, nous n'avons pas fait nos études pour devenir majoritairement des gardiens, je dirais, de patients qu'on prive de liberté. Les soins contraints, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette loi, mais sachez que c'est une loi qui prévoit, à partir du moment où on a une maladie mentale, une dangerosité pour soi et ou pour les autres, et un refus de soins, même si c'est quelque chose qui est très contestable, on peut décider, comme médecin, bien sûr avalisé par le procureur du roi, d'une privation de liberté qui peut durer jusqu'à 40 jours. Donc pour ces patients, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les soins contraints, de tout temps, ça a toujours préoccupé la psychiatrie, en sachant que, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose qu'on essaye toujours de minimiser. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça augmente. Elle varie, bien sûr, très fort d'un pays à l'autre, ce qui est déjà a priori questionnant, je vous ai dit, même prévalence des graves maladies mentales. On voit clairement que ça varie très fort dans des pays pas trop loin de chez nous. Mais globalement, en Europe, il y a une augmentation généralisée de ces soins, alors qu'au départ, globalement, toutes ces législations ont été revues dans les années 90, avec clairement un idéal beaucoup plus humaniste, beaucoup plus proche du droit du patient. Eh bien, malgré ça, ce qui est surtout expliqué, à mon avis, par des phénomènes de société, une société peut-être plus sécuritaire qu'avant, eh bien, malgré ces réformes, qui ont parfois réformé des très 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 vieilles lois, certaines datant encore du XIXe siècle, eh bien, malgré ça, on assiste à une augmentation en Europe. Pour vous donner un petit chiffre, ici en Belgique, par exemple, au niveau des cliniques Saint-Luc, eh bien, on fait à peu près 400 expertises par an dans le cadre de cette loi, sachant que sur Bruxelles, Saint-Luc prend à peu près la moitié et que du côté de l'ULB, on en prend à peu près l'autre, eh bien, on a à peu près 1000 expertises par an dans le cadre de cette loi, rien que sur Bruxelles, avec une augmentation régulière. Petite revue de la littérature ici pour vous dire, ben voilà, pour finir, de nouveau, je reviens avec cette idée, on ne va pas tellement s'occuper de ce qu'on fait pendant ces soins contraints, voyons simplement qu'est-ce qui les détermine, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de chances ou moins de chances d'être mis en observation étant le vocable qu'on emploie pour quand on est dépendant de cette loi. Eh bien sûr, heureusement, on retrouve des déterminants du côté du patient. On retrouve les graves maladies mentales, bien sûr, les psychoses, les troubles de l'humeur. On retrouve parfois des patients chez qui ce diagnostic n'est pas clair, mais où il y a une dimension d'impulsivité, c'est bien compréhensible, cette impulsivité, cette dangerosité, même si on est bien clair que dans la loi, le critère de dangerosité est quelque chose d'extrêmement subjectif.
extrêmement subjectif. Ça, on a beaucoup de données qui nous montrent que d'un côté, on trouvera ça dangereux, de l'autre pas. Donc, dangerosité déjà très subjective. Ce qui est un peu plus dérangeant, mais là de nouveau on le sait, c'est qu'un diagnostic donné, l'origine ethnique, et ça concerne nos sociétés, va jouer. Il est sûr que quand vous parlez pas trop bien notre langue, quand vous êtes économiquement très défavorisé, tout ça va donner quand même un critère du côté du patient qui fera en sorte que vous avez plus de chances de relever de cette loi. Un peu plus embêtant, c'est le déterminant intervenant, mais de nouveau, les médecins sont des humains, on sait très bien que, bien sûr, la question de la formation va jouer. Le paradoxe, c'est qu'en général, ces mesures sont initiées en salle d'urgence, où vous avez là des très jeunes médecins, des médecins en formation qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il y a clairement, mais ça je vais rapidement passer, des médecins qui ont, entre guillemets, le mot est un petit peu provoquant, c'est une traduction d'un terme anglais, mais c'est sûr qu'il y a des médecins qui ont plus vite recours que d'autres à ce genre de mesures. Et bien sûr, le lieu et le temps va jouer. Je vous l'ai dit, les urgences, c'est un lieu, beaucoup de bruit, d'inconfort, de stress, donc ce n'est pas forcément le bon endroit pour décider de ça. Mais ce qui me semblait important, et qui est en lien avec mon propos aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a beaucoup de déterminants systèmes qui vont jouer là-dedans. Donc beaucoup, de nouveau, dans la manière dont vous allez organiser des soins, va plus ou moins favoriser le recours à ces soins. La disponibilité des lits, mais la disponibilité des lits peut jouer dans les deux sens. Quand il n'y en a pas assez, et notamment c'est le cas à Bruxelles, les urgences vont essayer de forcer la porte des hôpitaux, la porte des services en utilisant cette loi. Et inversement, quand vous avez beaucoup de lits, ce qui est clairement le cas en Flandre, vous verrez, on y viendra, mais il y a de grandes disparités du nombre de lits psychiatriques en Belgique, beaucoup en Flandre, peu à Bruxelles, pas assez en tout cas, et de manière plus ou moins je dirais, adéquate en Wallonie. Manque disponibilité des lits, je viens y venir, ça peut jouer dans les deux sens. Manque d'alternatives, c'est une étude que nous avons menée donc, au niveau de MHSR. On voit bien que, de nouveau, à diagnostic égal, pour un patient schizophrène, vous prenez le même, en fonction de savoir, ça paraît assez logique, mais nous avons pu le montrer, en fonction des alternatives que vous allez proposer, on va plus ou moins vite avoir recours à cette loi. Et le fait de travailler en réseau, va tout de suite vous donner d'autres types d'opportunités. Rapidement aussi, vous devez quand même savoir que le fait qu'on ait de plus en plus recours à cette loi, on sait par contre que ce n'est pas forcément une bonne chose, puisque très souvent, je vous ai dit, nous devons un premier contact aux urgences pour beaucoup. Je reprends mon idée du parcours de soins. Je suis un jeune de 17-18 ans, j'ai en moi, j'entends des voix, j'ai l'impression qu'à la radio on me parle et qu'on me menace, j'ai l'impression qu'un espèce de conflit est en train de s'organiser, peut-être même par mes parents, par mes plus proches. J'arrive dans un endroit où la première chose peut-être qu'on va m'imposer, c'est des soins contraints. Ça, c'est le parcours typique d'un jeune aujourd'hui en première décompensation dans notre pays. Pourtant, donc, et alors, on ne s'étonne pas évidemment de savoir que parfois, très longtemps après, ce premier moment est encore jugé de manière très inefficace. Ce même jeune, si je reprends mon idée clinique, il va falloir, parce que s'il est schizophrène, il le restera toute sa vie, il va falloir, pendant tout ce parcours, et au plus vite c'est le mieux, le persuader qu'il est malade, qu'il a un problème déjà, et de deux, de le faire accepter des traitements qui ne sont pas faciles à prendre, et de trois, de pouvoir rencontrer sa famille, rencontrer peut-être ses institutions. Il dit bien que ce premier contact-là n'est pas facile, l'efficacité clinique de ces mesures n'est pas démontrée, ça diminue, on le sait, l'adhérence au traitement, qui est un enjeu majeur en psychiatrie, dans la médecine, ça je pense que vous le savez tous, mais en psychiatrie majeur, amplifie les conflits soignants, usagers, familles, renforce la stigmatisation, j'insiste là-dessus, la stigmatisation est sans doute un des facteurs les plus nocifs que nos jeunes patients connaissent. Ça, c'est sûr que la stigmatisation est quelque chose. Et de nouveau, c'est un concept en même temps bateau, très général, tout le monde le comprend. On a parfois un certain sentiment d'impuissance. Eh bien non, il existe des expériences où les choses se passent mieux et engendrent, j'ai brièvement évoqué ça, un risque d'inégalité. Je vais maintenant, avant d'introduire cette question de la réforme que nous vivons aujourd'hui, le plus rapidement possible, en tout cas évoquer qu'est-ce que nous savons, quels sont les ingrédients nécessaires pour penser des soins de santé mentale un peu différemment. J'ai repris ici des éléments qui ont été donc amenés dans la littérature, qui ont fait l'objet donc d'expérimentation. C'est un domaine
pas facile, parce que c'est sûr que ce sont des études qui ne sont pas faciles à mener, il y a toujours des biais importants, il y a toujours une limitation dans l'interprétation des résultats, mais globalement, il y a des choses qui, vous allez voir, on sent très très rapidement, mais néanmoins, je les ai reprises. Qu'est-ce qu'il faut faire avant la sortie de l'hôpital pour nos patients en psychiatrie? Mais je vous le dis, je pense que par rapport à d'autres patients ici, d'autres spécialités, eh bien, il y a le fait d'avoir, par exemple, un intervenant qui est présent au niveau de l'hospitalisation et qui sera présent dans le suivi. Ça, c'est un facteur clairement qui apparaît aujourd'hui comme déterminant dans l'adhérence, le suivi et la modification des destins à court et moyen et long terme de nos patients. Un suivi ambulatoire rapidement mis en place. Après une sortie d'hospitalisation, dites-vous bien que les 10 premiers jours sont capitaux. Soit en plus, c'est les jours où on a le plus de risques de passage à l'acte, une nouvelle tentative de suicide, une nouvelle décompensation, soit s'il n'y a rien eu, c'est de nouveau un décrochage complet par rapport à la prise en charge. Le fait de prévoir ça dès l'hôpital, de pouvoir prévoir, même si on n'a pas quelqu'un qui peut faire le suivi à l'hôpital et à l'extérieur, au moins en tout cas, s'intéresser au fait de comment est-ce qu'on va organiser ce passage, faire venir quelqu'un de l'extérieur pour ce premier contact. Donc ça, c'est quelque chose qui a été montré aussi. Et bien sûr, ça c'est un vœu bien sûr qu'on a pour l'ensemble de la médecine, au plus possible, impliquer le patient dans ses décisions. Notre problème d'adhérence, je dirais, de tout ce qu'on appelle du côté de l'anosognosie en psychiatrie, doit être quelque chose dont on doit s'occuper le plus vite possible, parce que chaque moment perdu est difficilement rattrapable. Ça, c'est quand on est à l'hôpital. Au niveau des services ambulatoires, qu'est-ce qu'on doit penser en termes d'organisation de ces services ambulatoires qui existent en Belgique? Vous allez voir, le problème en Belgique n'est pas la question des structures. Il y a beaucoup de structures qui existent. Néanmoins, aujourd'hui, les centres de consultation, les centres de santé mentale, sans évidence, ont pris, et ce n'est pas de leur faute, par l'évolution sociétale, la demande énorme qu'on fait, non pas à la psychiatrie, mais à la santé mentale. Dites-vous bien que comme psychiatre, je dois parfois autant reprendre ma casquette de psychiatre, c'est pourquoi j'ai fait mes études, c'est pourquoi je me suis intéressé à ces patients. Et on me demande de plus en plus aussi de parler de la santé mentale, qui est un concept beaucoup plus flou, dans lequel vous mettez des phénomènes de société, de personnalité, des phénomènes anxieux, qui, bien sûr, est un champ beaucoup plus large que la psychiatrie. Et donc, les services de santé mentale ont été fortement imbriqués là-dedans, et donc ont un peu perdu l'idée des soins globaux, des aspects multidisciplinaires de la prise en charge qui sont fondamentaux, et notamment la question d'intervention au domicile, de moins en moins de services de santé mentale, même si c'est prévu dans l'organisation des choses dès le départ, sont capables de se déplacer à domicile. Importance aussi d'avoir des dispositifs d'intervention de crise. C'est bien que moi je viens de la clinique Saint-Luc où cette notion de crise, de travail de crise a été certainement extrêmement développée, au départ par Michel Leclerc, et puis aujourd'hui c'est toujours en cours. Un dispositif d'intervention de crise. Là aussi, on retrouve cette idée d'un seul intervenant ou une seule équipe qui suit vraiment la trajectoire de soins du patient. Cette notion de proactivité est essentielle en psychiatrie, a été fortement controversée sur des plans conceptuels, même si aujourd'hui, de nouveau, on a plein d'éléments qui nous disent qu'un patient, certainement un patient psychotique, peut-être pas un patient anxieux, un peu névrosé, mais un patient psychotique qui ne vient pas à son rendez-vous, le simple fait de lui passer un coup de fil quand il n'est pas là, le simple fait de lui passer un coup de fil peut totalement changer les choses. Vous ne passez pas de coup de fil, on est quasi sûr qu'il ne reviendra jamais, et on est reparti dans ces phénomènes de revolving door. Le simple fait de passer un coup de fil peut changer les choses. Et bien sûr, la possibilité d'être joignable au niveau des intervenants en cas de nécessité, c'est ce que les familles reprochent beaucoup à notre secteur. Enfin, quant à l'organisation des services, c'est beaucoup plus général à ce moment-là. Bien sûr qu'il faut penser à la question des échanges d'informations. Comme je vous ai dit, nos patients sont assez récalcitrants, sont assez anosognosiques, sont parfois tellement délirants, tellement perturbés que toutes ces notions d'anamnèse, d'hétéroanamnèse et tout ça sont des notions extrêmement difficiles. Et donc tout ce qui aidera, tout en restant bien sûr très attentif aux questions de respect de la vie privée, mais néanmoins, tout ce qui aidera les soignants à échanger des informations. Vous savez que sur Bruxelles, il y a des choses qui se mettent en place avec Abrumed, qui intéressent fortement le secteur psychiatrique, parce que vraiment, il y a là des possibilités de faire différemment qu'avant. Donc, c'est ces échanges d'informations, à propos bien sûr du patient, voire de dispositifs, on les évoquera tout de suite rapidement, des dispositifs qui peuvent aider ces échanges d'informations.
Alors, bien sûr que nous sommes dans un pays où ce genre de choses est difficile, parce que vous savez, rien que quand je prends dans mon secteur, eh bien, tout le système hospitalier dépend toujours du fédéral, tout le système ambulatoire dépend du régional, mais parfois bicommunautaire, parfois communautaire. Vous avez chaque fois des ministres et des interlocuteurs différents. Donc, bien sûr que dans la manière même d'organiser par les PO, voire même de financer les soins, vous allez plus ou moins faciliter ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'évoquais les notions de financement. Et bien sûr, la question de proximité reste un élément clé dans le type de soins que nous devons organiser. Enfin, je terminerai ma liste par là en tout cas. Si on voit maintenant au niveau des soins contraints, ce que je vous ai dit vaut pour l'ensemble des prises en charge de nos patients, par rapport aux soins contraints, eh bien, nous avons des éléments, en tout cas aujourd'hui, d'organisation des soins qui nous montrent que certains outils peuvent être utiles pour clairement diminuer ce recours aux soins contraints. Il y a actuellement, notamment dans notre équipe, un intérêt croissant pour ce qu'on appelle les directives anticipées en psychiatrie. C'est des choses qu'on utilise d'ailleurs aussi dans les fins de vie ou dans les maladies chroniques. Ici, c'est clairement partir de l'idée que beaucoup de patients passent par des crises terribles qui, à ce moment-là, leur coûtent énormément en termes de réseau social, de perte de contact, de rupture dans leurs soins, sont incapables, et parfois sont même à même de le reconnaître, de décider. Et c'est l'idée que, par rapport à ce genre de patients, nous puissions préparer la prochaine crise. On parle même de ces contrats d'Ulysse. Ulysse, vous savez, qui se faisait attacher au mât de son bateau pour résister au chant des sirènes. Eh bien, c'est des patients qui acceptent l'idée de dire, ben voilà, je sais bien que ça va recommencer, je sais bien qu'à ce moment-là, je vais tout refuser, je ne vais pas accepter de prendre mon traitement et tout ça. Eh bien, de passer une sorte de contrat qui n'a pas plus de valeur légale que le simple engagement clinique, mais en tout cas qui peut aider qu'en cas de crise, eh bien, on puisse prendre des décisions pour lui qui évitent les plus grandes problématiques. Donc ça, on sait, et on a des éléments aujourd'hui dans les endroits où ça a été testé, que c'est vraisemblablement un outil intéressant, un outil d'avenir. Et en effet, du côté des alternatives qu'on pourrait mettre en place, eh bien, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas uniquement dans l'hospitalisation, de 40 jours, avec tout ce que ça entraîne à côté, mais qui mettent en place des soins ambulatoires, mais qui sont des soins assertifs, comme on dit, c'est-à-dire où clairement il y a une obligation de traitement qui fonctionne si, bien sûr, ce sont des soins multidisciplinaires, si on peut venir à la maison et s'il y a la présence de médecins. Rien, ça ne sert strictement à rien de le faire, comme on l'a peut-être un peu trop fait, c'est-à-dire uniquement avec des soins paramédicaux, avec un aspect assistance social. S'il n'y a pas un médecin capable notamment d'aborder les questions de traitement médicamenteux dans ce genre de prise en charge, ça ne fonctionne pas. Il faut bien sûr les voir toujours dans cette notion de réseau, voir les questions d'intensité plus qu'obligation et la proactivité plus que l'attente. Intensité et proactivité sont globalement des concepts très, très, très absents des soins en psychiatrie. Voilà, pour terminer mon exposé, je vous l'ai, parce que vous l'avez dit, oui, ça c'est un peu beaucoup de constats, pas forcément très optimistes, mais je peux vous annoncer clairement que la Belgique est aujourd'hui dans une vraie dynamique de réforme. Je vous dis, c'est pour ça que ça me semble important devant ce Sénat de pouvoir l'évoquer, parce que c'est des choses, vous en entendez peut-être parler, je pense que vous en entendrez de plus en plus parler. Ce sont aujourd'hui des projets pilotes, mais tout nous montre à croire et tout nous prouve que les choses vont s'installer. Ça a commencé en 2010, c'est pas hier, c'est déjà un certain nombre d'années, et globalement, c'est une application d'une loi. Pourquoi ça s'appelle Sensé? Ça fait référence à l'article Sensé qui organise notamment un certain type de financement des hôpitaux, et qui permet, je vous ai dit, il y a clairement un petit souci que la Belgique a rencontré, beaucoup de lits, nous sommes le 3e pays européen de l'OCDE en termes de nombre de lits, donc on est un pays clairement où tout le système de la psychiatrie est avant tout axé sur l'hôpital, beaucoup en Flandre, peu en Bruxelles et de manière plus ou moins adéquate en Wallonie, mais donc clairement avec le grand problème de comment est-ce que le gouvernement allait pouvoir retirer quelque part des moyens à cette logique hospitalière pour favoriser, pour encourager d'autres types d'initiatives. Et donc c'est une loi qui a simplement réformé cet article et qui permet qu'un hôpital puisse geler, pas supprimer, mais geler 30 lits. Donc quand on en a un petit millier par exemple, c'est encore imaginable. Garder tout le financement qu'il y a autour de ces lits en termes de personnel, mais simplement les geler et prendre ces moyens, prendre ces personnels pour mettre en place une initiative vers l'ambulatoire dans cette idée de réseau. C'est ce que
je vais vite vous montrer maintenant. C'est quoi la réforme de l'article 107? C'est reconnaître qu'en psychiatrie, si on veut faire des soins qui ont digne de ce nom, il faut pouvoir intégrer différentes fonctions, les notions de prévention, tout ce qu'on, et de promotion de la santé, donc tout ce qu'on peut faire dans un service ambulatoire, par exemple, dans un équipe de consultation, dans une polyclinique. Ça, c'était tout nouveau en Belgique. Et je les ai évoqués dans les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire en sorte que les patients soient mieux suivis. C'est cet aspect ambulatoire. On a prévu des équipes ambulatoires de crise et des équipes ambulatoires censées s'occuper de patients plus chroniques. On a bien sûr mis en avant l'importance des équipes de réhabilitation, de réinsertion sociale. Ça, c'est ces fameux centres de réhabilitation fonctionnelle, les centres de jour, où on y vient le matin, on y part le soir, mais qui clairement ont une vocation de réadaptation, de réinsertion. On n'a bien sûr pas oublié l'hôpital, l'unité hospitalière. Et enfin, on a reconnu qu'il y a, pour certains, la nécessité d'avoir des structures de résidence, de logement. Le logement pour nos patients dans le pays est devenu dramatique. Dramatique, c'est un problème énorme. Donc ça, c'est vraiment un grand problème. Des formules résidentielles spécifiques. Il faut savoir, et je ne vais pas m'attendre là-dessus, mais que tout ça est souvent financé par d'autres types de PO, d'autres types de structures. Et donc, rien que le fait de montrer, de lister ça et de dire que tous ces personnages aient travaillé ensemble, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Je passe ce schéma qui montre que, bien sûr, on est clairement dans les renvois, dans les interactions, dans les partages. Mais pour la première fois, ce qu'on a prévu, c'était simplement, ce n'était pas un vœu pieux, ce n'était pas juste dire vous allez travailler ensemble, parce que sans vouloir nous mettre de la gueule, mais à Saint-Luc, notamment avec l'unité de crise et le travail pionnier de Michel Leclerc dès les années 80, ce petit travail de réseau, on le faisait déjà, mais on le faisait, je dirais, parce qu'on y croyait, sans financement, sans organisation. Qu'est-ce qu'on voit quand ça se fait comme ça? C'est souvent, ça a tendance à s'épuiser avec le temps, trop de travail, trop de difficultés. Donc c'était la première fois où on allait vraiment penser ces collaborations de manière effective, en mettant en place toutes sortes de règles, de partenariats. On allait désigner et financer, j'aurais dû le mettre ici parce que j'aurais dû le mettre en grand tellement, et financer un coordinateur des réseaux, donc quelqu'un qui allait se situer entre ces interfaces pour faire que les choses fonctionnent, pour rappeler à l'ordre, pour faire organiser les réunions, pour faire des PV. Donc ça, c'était la toute première fois, dans une visée très territoriale, on y verra, on y viendra tout de suite, donc clairement, en ne disant pas qu'il fallait faire ça de manière comme ça peu précise, c'était clairement de le faire sur un territoire donné, en faisant travailler ensemble l'ensemble des structures sur un territoire donné, en nommant un comité stratégique, en ayant des outils d'organisation, de planification, des plans de soins. Il est probable que le fameux PAD, les directives anticipées en psychiatrie, soit bientôt un outil d'organisation dans ce type de travail en réseau, mise en commun des pratiques, fonction de référent de soins par fonction. Aujourd'hui, eh bien, c'est 19 projets financés sur l'ensemble de la Belgique, 11 en Flandre, 2 à Bruxelles, 6 en Wallonie. Pourquoi ces chiffres? Si vous m'avez bien suivi, c'est qu'il y avait beaucoup de lits en Flandre, pas beaucoup de lits à Bruxelles et moyenne en Wallonie. À Bruxelles, d'ailleurs, nous avons eu une sorte de dérogation. On a pu faire ce projet sans fermer des lits. C'est le seul endroit où on nous a permis d'avoir un financement pour un projet comme ça, sans passer par la case de fermeture de lits, qui à Bruxelles aurait été un problème majeur, tellement ce manque est vraiment difficile. Petite carte, voilà, juste pour vous illustrer. Ils portent chacun un nom, c'est encore très varié. Si vous regardez un projet et l'autre, ils sont encore très différents. Néanmoins, clairement, bien vous voyez qu'en termes de coloration, en tout cas, la Belgique ici, dans ce domaine-là, se colore. Et donc, on peut dire qu'il y a une vraie tendance à ce que les choses changent. Et donc, tout ce que j'ai pu évoquer avec vous et tout ça trouve aujourd'hui, en partie, bien sûr, réponse dans ce vœu de réforme 107. Ça me permet de conclure. Donc c'est avant tout, et j'ai essayé de vous le montrer, une toute nouvelle philosophie de travail, vraiment. Je pense que dans les questions de rapport entre les institutions, de professionnels de disciplines différentes, nous sommes aujourd'hui, par exemple, amenés à travailler avec les CPS sur la place de Bruxelles, ce qui est clairement une demande qu'ils faisaient depuis longtemps. On travaille notamment avec les services du côté du logement, parce que, comme je vous ai dit, c'est un des facteurs extrêmement limitants dans les soins que nous mettons en place, c'est l'accès au logement des patients. Donc, rapport entre les soignants, les patients et les familles. Dans ces réseaux, on y a inclus des associations de représentants des patients. Donc ça, de nouveau, ça a été décrété pour être financé comme réseau,
vous devez faire la preuve qu'il y a dans votre organisation l'accès pour une représentation des patients et des familles. Hein. On est bien sûr aussi encouragé, et c'est là où notre équipe MHSR participe à l'encadrement scientifique de ce projet avec une équipe de la KUL et une équipe du LILB, donc pour encadrer, encourager ces partenaires qui sont très peu, je dirais très peu habitués à des questions d'évaluation, de planification, mais néanmoins, il y aura dans les mois qui viennent une première évaluation des changements en cours, planification, évaluation. Ça combine donc, bien sûr, et ça veut combiner des avantages de la désinstitutionnalisation. C'est sûr que la Belgique doit faire mieux quant à la place centrale que l'hôpital psychiatrique occupe encore aujourd'hui dans le pays, et l'intégration des soins voulant dire qu'on fait en sorte que les différentes structures existantes, et il y en a beaucoup en Belgique, hein, puissent travailler ensemble, puissent être connectées. Comme je vous l'ai dit, je terminerai par là, je crois que ça vaut pour la psychiatrie. J'ai cru entendre que Mme de Bloch tient beaucoup à ces projets et est en train de dire que pour d'autres disciplines qui concernent des patients qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui ont des caractéristiques communes, j'ai entendu parler de la gériatrie, de choses comme ça, eh bien, il y a des éléments, bien sûr, où le modèle hospitalo-centrique, en tout cas trop promu, hein, devrait pouvoir être encouragé à travers ce type d'initiative. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, M. Dubois, pour votre exposé qui est en plein dans l'actualité. Je passe la parole à l'assistance. Oui, M. Sacon, commencez. Premier nom. Merci beaucoup pour cette information extrêmement importante. J'aurais voulu vous demander pour des non-initiés de clarifier un peu votre réflexion sur la santé mentale, dont vous disiez effectivement qu'elle ne comportait pas suffisamment de soins globaux, et ce serait vraiment intéressant qu'on comprenne bien les concepts. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu globalement un glissement entre ce qu'on peut appeler la psychiatrie au sens d'avant tout concernée par ce qu'on appelle les SMI, les sévères mentales, disons. On a aujourd'hui beaucoup, la psychiatrie a énormément de choses à faire du côté des maladies et qui se résout pour finir à la question de la psychose, les graves troubles de l'humeur, parfois les graves troubles de personnalité. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler sous le vocable de psychiatrie. On y a rajouté, et ça c'est une évolution sociétale. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, on définissait la maladie mentale comme ces maladies que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, on glisse sur la définition, je dirais, d'une santé mentale qui est beaucoup plus du côté du bien-être, de l'inconfort, de la souffrance psychosociale, des choses comme ça. Et donc, quand vous ouvrez ce champ-là, vous, bien sûr, vous y mettez, je ne sais pas, moi je vais dire simplement la souffrance au travail, les difficultés de couple, les difficultés scolaires chez les jeunes. Pas du tout avec l'idée, je dirais, de dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Simplement, de psychiatres, nous sommes souvent convoqués aujourd'hui comme spécialistes de la santé mentale qui recouvre des entités beaucoup plus larges que ce noyau, que ce corpus dans lequel vous trouvez bien sûr plus de composantes biologiques, hein, ça c'est tout à fait sûr, plus de génétique, plus de, je dirais, de prédictibilité quant au parcours. Et donc, comme psychiatre aujourd'hui, nous devons organiser les soins tenant compte de cela. Les services ambulatoires de proximité qui sont confrontés tous les jours à ces questions d'échecs scolaires, de problèmes de couple et tout ça, petit à petit, ont développé des pratiques pour recevoir un patient psychotique qui vient en criant, qui ne sent pas très bon, qui est parfois un peu menaçant dans ce type de salle d'attente, n'y trouve plus sa place. Ce n'est pas du tout dire que simplement aujourd'hui le champ de nos interventions est devenu tellement large qu'il faut pouvoir revenir à des concepts où on se dit, mais pour finir, par rapport à ces patients-là, ce pourquoi, je dis, le core business, je vais employer ce terme-là de notre métier, il y a énormément de choses à faire, au risque sinon de les oublier petit à petit. Merci. Je vous passe la parole, mais on n'a pas donné le micro aussi. Je vous remercie pour votre exposé qui, j'espère, va nous apporter, au point de vue médico-social, pas mal de solutions à des problèmes pénibles. Je suis médecin généraliste. Oui. Alors bon, comme médecin généraliste, on a été
disons, confrontés en général les premiers aux crises et les premiers également aux rechutes des malades qui bien souvent étaient extrêmement mal suivis. Maintenant, vous avez donc ce projet de coordination. Comment est-ce que vous voyez cette coordination entre le médecin de famille qui existe et qui est quand même, donc, disons, en première ligne, et donc la psychiatrie, parce que jusqu'ici, c'était un peu flou. Oui. Alors, il est clair que le médecin généraliste est une des clés de toute cette organisation-là. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble de ces projets ont, mais je ne vais pas avoir une langue de bois, ont plus ou moins intégré cette question de la place d'une société représentant d'un cartel, d'un groupement de généralistes qui travaillent de manière... Donc, beaucoup de projets ont cela, et il est bien clair qu'on a face à nous des intervenants et des partenaires du côté de la médecine générale qui sont vraiment preneurs. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a encore de grandes différences d'un projet à l'autre, tenant compte de l'histoire, de certains, du rapport entre les institutions et les médecins généralistes. Globalement, il y a un énorme travail à faire. La psychiatrie, et notamment le côté hospitalier en psychiatrie, a clairement très peu de contact avec la médecine générale. A très peu de contact, ce sont des choses où ces contacts ont tendance à se déliter. Donc, j'entends cela comme quelque chose. Je peux simplement vous dire que c'est prévu. Donc, pour qu'on nous octroie ce projet, la médecine générale doit être plus que présente. Elle est un des pivots de l'organisation. Mais néanmoins, il y a encore de grandes disparités d'un endroit à l'autre. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Dubois, je vous remercie pour votre exposé.